Non, on demandait le service d'une demi-bouteille de Porto. Donc, nous avions à noter l'ouverture, la mise en place, la limpidité du service et puis l'expression aussi du candidat. Et par ailleurs, nous avions à noter les conseils de différents Portos en fonction du menu qui nous a été proposé. Et donc, nous avions à noter également l'argumentation du candidat par rapport à ses recommandations. Bien, alors, il y avait en effet dans le recave des bouteilles qui étaient déjà à disposition, à proposer. Donc, il fallait avoir le réflexe aussi de regarder un petit peu toute son eurocave. Ça, c'est le travail des outils, de l'ouvrier de salle que nous sommes. Et puis, donc le menu était plutôt alléchant. Terrine de foie gras mi-cuit gelée de Porto, le fameux lièvre à la royale, la crème de roquefort et poire, et enfin l'opéra chocolat. Donc plutôt des recettes assez classiques. Donc, vous vouliez que je propose des vins, monsieur? D'accord. Ah. Donc, sur la terrine de foie gras mi-cuit et gelée de Porto, moi j'aime assez attaquer avec des LBV. Dans le recave, il y avait un vintage. On avait un LBV de la maison Churchill qui pouvait être pertinent sur le millésime 2016, je crois. Et alors, je trouvais plutôt judicieux ce travail sur une gelée de Porto Rouge, la succulence du foie gras, son assaisonnement. On pouvait aller plus loin encore aussi dans tout le travail du foie gras, puisqu'il était mi-cuit, d'accord? Donc pas cuit complètement, pas de caramélisation. On reste sur des sensations un petit peu beurrées, extrêmement fondantes, très fraîches. Donc, on va dire apporter une énergie sur des tanins un petit peu revigorants d'un LBV qui aurait été travaillé au moins 4 ans de vieillissement avant la mise en bouteille était intéressant. Voilà. Le lièvre à la royale, n'oubliez jamais quand on fait des accords mets et vins, on essaye aussi de tester aussi vos connaissances culinaires, votre culture culinaire. Nous sommes le dernier ingrédient, le sommelier, mais le dernier ingrédient de la fiche technique de la cuisine et de la recette. Donc, c'est le goût final du client, c'est les deux ensemble, c'est la combinaison, c'est l'accord, c'est notre métier. Et le lièvre à la royale, il était intéressant d'évoquer peut-être une façon de le faire. Sénateur Couteau ou peut-être Antonin Carême. Il y a deux écoles quand on travaille ce grand plat. Et aujourd'hui, c'était intéressant de mettre je pense, ces deux savoir-faire que nous avons entre nos frères portugais sur le vignoble et puis aussi nos chefs de cuisine et on va dire, leur patrimoine culinaire qui nous ont légué, quoi. Voilà. Donc ici, un grand vintage nous paraissait, je pense parce qu'on a un peu échangé ensemble, plutôt pertinent. Alors, un vintage avec un peu d'évolution pour les notes giboyeuses. Le lièvre à la royale est un gibier. C'est vrai que c'est une petite bête, il ne faut pas la brusquer, donc des tanins un peu pondérés. Si on s'amusait peut-être avec des vieux vintage en redescendant dans quelques années 2003, voilà, où on commence à poindre ces notes de gibier, de venaison qui sont assez intéressantes. Et enfin, donc ensuite, vous aviez la crème de roquefort et poire. J'ai beaucoup aimé, moi personnellement, l'idée de proposer un Porto blanc. Voilà, pourquoi pas avec un petit peu d'âge. La poire n'était pas mentionnée, mais il y a une Pera Rocha qui est typique du Portugal, si on voulait aussi mettre encore en avant les variétés de fruits qui sont cultivés au Portugal. Je crois, pour l'accord mets et vins. Et puis, ça va, j'ai une bonne voix, c'est bon. L'opéra chocolat. Bon, moi, j'aime bien terminer sur la signature d'un millésime, d'un Colheita. On était assez d'accord, puisque en plus, nous attendions aussi l'évaluation d'un homme ou d'une femme de salle, d'accord,
qui aussi est là pour faire un petit peu d'upsell et proposer de recevoir les clients jusqu'au bout. Donc ceux qui sont allés jusqu'à l'eau, le café, le cigare, les chocolats, et puis on ne s'arrête jamais dans un restaurant si on a envie. Hein. Voilà. Le mot terminé dans un restaurant, normalement, ça n'existe pas. Voilà. Donc voilà comment on aurait pu peut-être aborder l'épreuve. Voilà. Un Quinta do Grifo, donc un single Quinta avec un vintage 2015. Merci beaucoup. Donc on va accueillir une nouvelle fois les 3 candidats. Est-ce que les candidats sont prêts? Monsieur le directeur technique, les candidats arrivent. Je peux qu'on peut applaudir les 3 candidats, s'il vous plaît, messieurs. Candidat numéro 2. Candidat numéro 3, merci. Candidat numéro 1 à cette table-ci, s'il vous plaît. Monsieur là, non? Monsieur le... Oh, oui. Oui, je change les places, moi. Voilà. Bien, messieurs, vous pensiez que c'était fini? Eh bien, non, ce n'est pas encore fini. Monsieur le directeur technique avait une petite épreuve pour vous, pour terminer. Monsieur le directeur technique, s'il vous plaît, Monsieur Bijasson, je vous laisse annoncer la dernière épreuve de ce concours. C'est un concours infinissable, donc est-ce que c'est vraiment la dernière épreuve? On va le savoir tout à l'heure. Veuillez procéder au carafage de cette bouteille de Porto et faire le service de 12 verres. Vous avez 5 minutes au top départ. Top chrono.
Je crois qu'il nous reste un peu de temps, mais si, messieurs, vous avez terminé. C'est parfait. Bravo. Et juste les membres du jury voir votre travail de plus près. Et je dirais pas, j'avoue vous avoir menti, mais il se trouve qu'il reste une dernière épreuve. C'est M. Bijasson. M. Bijasson, directeur technique des concours Master of Sport, voilà, que le monde entier nous envie pour la dextérité et la longueur des épreuves. Je vais vous poser à chacun une page, une feuille, même pour être exact, de papier. J'espère que vous avez un stylo sur vous. Je vous laisse écrire votre numéro de candidat. Voilà, je vous laisse ici même. En gros, en petit, en gros, parce que le numéro de finaliste, s'il vous plaît. Et vous avez une grande page, vous écrivez où vous voulez. Les membres du jury sont relativement jeunes, vous pouvez écrire petit, hein, ils lisent encore très bien. Et la dernière épreuve sera la question du président de l'UDSF, M. Philippe Forbrac, et nous demandons la réponse par écrit, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, hein. Ça va, vous êtes en forme maintenant? C'est bien, c'est bientôt fini. Je vous promets, ça c'est la dernière question. C'est effectivement C'est vrai la On dernière. peut dire ça maintenant? On peut dire que c'est vraiment la dernière épreuve. Merci Bertrand. Et merci, on peut applaudir, je crois, Denis Verneau parce qu'il a mené tout ça de main de maître. Merci Denis. Et merci à vous tous pour votre présence et pour votre attention. Alors là, juste une petite question, Monsieur le Président de l'IVDP. Vous rêvez tous d'atteindre des sommets aujourd'hui et on rêve pour vous de décrocher peut-être la Lune. Mais est-ce que vous savez quel est le point culminant du Portugal? Oui ou non? Quel est le point culminant du Portugal? Le nom de cette montagne, si possible, et son altitude. Pas évident, hein? Le nom de cette montagne et son altitude. On parle bien du Portugal, hein? On parle bien du Portugal. Continental. Continental. Non, c'est important. Point Le culminant Portugal du continental, je précise. Hein? C'est bon? Et Pas de regret. si on chausse du 37, Ça. Plaît-il? et si on chausse du 37 du pied gauche et du 36,5 du pied droit, Oui. combien de pas faut-il pour gravir cette montagne? Bon, vous avez répondu. On va pouvoir ramasser des copies. Bah, peut-être, Hein? Monsieur le Président, nous répondre à cette question Oui, avec je grand plaisir. Je vais ramasser des copies. On verra. Qui a ça? Alors, il y a une grande montagne qui finalement sépare le pays en deux et qui s'appelle la Serra da Estela, la montagne de l'étoile. On vous la souhaite à tous de décrocher cette étoile aujourd'hui. Et cette montagne culmine à peu près comme le mont Ventoux, qui est mon repère, moi qui suis provençal, un peu moins de 2000 mètres, c'est 1993 mètres d'altitude. 1993 mètres d'altitude. Voilà.